Il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit à l'école. Pendant des siècles, les Français les plus pauvres mangeaient parfois mieux que nous. Pas mieux en luxe, mieux en structure, mieux en endurance, mieux en résultat. Ils travaillaient 12 heures par jour. Ils n'avaient ni réfrigérateur, ni supermarché, ni livraison à domicile. Et pourtant, ils tenaient. Ils ne grignotaient pas toutes les 2 heures. Ils ne cherchaient pas sans cesse comment retrouver leur énergie. Ils n'achetaient pas des produits bien-être pour compenser ce que leur assiette ne leur donnait plus. Ces 12 plats ont presque disparu. Non pas parce qu'ils étaient inutiles, mais parce qu'ils étaient simples. Et qu'on ne peut pas facilement transformer la simplicité en marque. Regard caméra. Bienvenue sur Histoire cachée. Ce qu'on ne vous a pas enseigné, mais que votre corps reconnaîtra peu. Être. Si vous aimez l'histoire vraie, celle qui dérange un peu, celle qui éclaire le présent, abonnez-vous à Histoire cachée. Chaque semaine, une vérité oubliée. Documentée, vérifiée et toujours utile. Premier plat, la bouillie d'épeautre. Avant le blé moderne, il y avait l'épeautre, une céréale ancienne, plus rustique, plus dense, plus lente à quitter l'estomac. On la faisait cuire longtemps dans l'eau ou le lait, jusqu'à obtenir une masse épaisse, presque sévère. Ce n'était pas joli, ce n'était pas léger, mais ce n'était pas censé l'être. C'était un repas pensé pour soutenir le corps, pour libérer l'énergie lentement, pour tenir jusqu'au soir. Ce que nous avons remplacé par des céréales soufflées et du sucre rapide tenait autrefois une journée entière de travail. Deuxième plat, la fromentée, du blé concassé, pas raffiné, pas réduit en poudre, cuit longuement dans du lait ou du bouillon. 2. Les Français médiévaux la servaient lors des grands travaux, des récoltes, des jours exigeants. Pas parce qu'elle était luxueuse, parce qu'elle était fiable. Quand le corps allait être demandé, on le nourrissait sérieusement. Aujourd'hui, nous donnons parfois au nôtre une barre emballée de quelques bouchées et nous lui demandons de tenir toute une matinée. Nos ancêtres choisissaient leur repas selon le travail qui venait. Nous le choisissons souvent selon l'emballage qui attire l'œil. Et le plus frappant, c'est que ces repas coûtaient presque rien, mais soutenaient parfois bien plus longtemps que certains déjeuners modernes. Nous avons plus de choix. Dit. Eux avaient souvent plus de logique. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Ils avaient peu, mais leur nourriture ne les trahissait pas. Troisième plat, le hoche-pot flamand. Le nom vient du geste. Hocher le pot, le remuer. On y mettait ce qu'on avait. Prisant, morceaux modestes de viande, légumes fatigués, fond d'eau ou de bière, parfois un os, pour enrichir le tout. Notant. Il n'y avait pas de recette fixe, mais il y avait une intelligence fixe. Rien ne se perd, tout nourrit. Tout sert encore, dans les Flandres françaises. Ce plat a traversé les hivers, les pénuries, les années dures. Le hoche-pot n'était pas une cuisine de manque. C'était une cuisine de cohérence. Quatrième plat, le millat. Dans le sud-ouest, on mélangeait farine de maïs ou de millet, ou parfois un peu de graisse. Puis, on cuisait le tout jusqu'à former une masse ferme, grillée dehors, tendre dedans. On le mangeait salé avec un reste de viande, ou sucré avec du miel, des fruits secs, des prunes,
Un seul plat. Deux usages. Presque aucun gaspillage. Ce que nous appelons aujourd'hui polyvalence était autrefois simplement du bon sens. Ce qui ressemble aujourd'hui à une cuisine pauvre était parfois plus intelligent que nos repas les plus pratiques. Nous avons rempli les rayons. Eux remplissaient vraiment les corps. Vous commencez à voir le schéma. On ne mangeait pas pour se distraire. On mangeait pour durer. Cinquième plat. Les gaudes bourguignonnes. De la farine de maïs. Mais grillées. D'abord, à sec. Ce détail paraît minuscule. Il change tout. La torréfaction développe des arômes profonds, réchauffe la saveur et rend le repas plus satisfaisant. Puis, on délaye dans du lait chaud ou dans de l'eau. On remue, on épaissit, on sert. Les paysans bourguignons ne parlaient pas d'indice glycémique, de satiété ou de digestion lente, mais ils connaissaient le résultat. Parfois, la sagesse précède la science de plusieurs siècles. Si vous voulez la liste complète de ces plats, avec leurs ingrédients traditionnels et leurs proportions les plus probables, elle est en description. Sixième plat. La tourte aux herbes. Une pâte simple, eau, farine, sel. À l'intérieur, ce que le jardin, le champ ou les haies donnaient encore. Oseille, persil, ciboulette, ortie, parfois un peu de chèvre. Pas forcément de viande, pas forcément besoin. Après l'hiver, ces herbes apportaient ce que beaucoup de tables attendaient. De la fraîcheur, des minéraux, du vert, du vivant. Avant que manger naturel devienne une promesse marketing, c'était simplement la manière normale de soutenir le corps. Ces repas n'étaient pas pensés pour impressionner. Ils étaient pensés pour accompagner la vie réelle. Aujourd'hui, beaucoup cherchent l'énergie dans les snacks. Eux la cuisinaient lentement. Et si le vrai progrès n'était pas exactement là où on nous l'a dit? Leur cuisine n'était pas belle. Elle était fidèle. Septième plat. La soupe au lard fumé. Le lard fumé, pour beaucoup de familles paysannes. Blaf, c'était une réserve précieuse. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Un petit morceau parfumait tout un pot. Avec des choux, des carottes, des poireaux, parfois quelques pommes de terre plus tardives, la fumée faisait le travail. Elle donnait profondeur, sensation de richesse, impression de vrai repas. Ce plat nourrissait moins par l'abondance que par la densité. Nos grands-parents mangeaient souvent moins, mais ce qu'ils mangeaient comptait davantage. Huitième plat, le civet de lapin paysan. Le lapin était l'animal du pauvre, facile à élever, rapide, peu coûteux. On le cuisait longtemps, dans un vin modeste, avec des oignons, des herbes, parfois un peu de sang pour lier la sauce selon les régions. La cuisson lente transformait une viande maigre en repas profond, presque noble. Et surtout, on ne jetait rien. Le jus, on le recueillait avec du pain dur. Parce que le meilleur du repas était souvent là. Ce que nous laissons aujourd'hui au fond de la casserole était parfois, autrefois, la partie la plus précieuse. Avec peu de viande, il nourrissait toute une famille. Nous consommons souvent davantage, mais nous gaspillons davantage aussi. Combien de goût, de temps et de nutrition finissent aujourd'hui à l'évier? Rien n'était parfait, mais presque tout comptait.
Neuvième plat. La galette de sarrasin rustique. Pas la crêpe fine de restaurant. Une vraie galette, épaisse, dense, nourrissante. Farine de sarrasin. Oh, sel. Parfois, un œuf. Le sarrasin poussait là où le blé échouait. Sol pauvre. Peu de pluie. Peu de confort. Mais une réponse fiable. En Bretagne, dans certaines zones du Massif central, il fut pendant longtemps une base alimentaire. Le sarrasin nourrissait ceux que le blé avait laissés derrière. Et aujourd'hui, on le redécouvre comme alimentation naturelle, comme farine ancienne, comme choix bien être. Ce que la nécessité imposait hier revient aujourd'hui sous l'étiquette du premium. Dixième plat. La soupe à la farine grillée. Voici l'un des plats les plus modestes de toute cette liste. On faisait roussir la farine à sec. Puis, on versait l'eau bouillante. On ajoutait un peu de sel. Parfois, une noisette de beurre. Et c'était tout. Mais ce simple geste transformait presque rien en quelque chose de chaud, de parfumé, de recevable par le corps. Une recette de disette, oui, mais une recette quand même. Même dans le manque, on cherchait encore à faire un vrai repas. La créativité n'est pas un luxe. C'est parfois ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Et c'est là que l'histoire devient ironique. Le sarrasin, les farines anciennes, les cuissons lentes, la digestion stable, l'alimentation naturelle. Tout cela revient. Mais plus cher. Avons-nous perdu un savoir pour devoir ensuite le racheter, ce qui était nécessité hier est devenu distinction aujourd'hui. 11e plat. La rôtie au bouillon. Une tranche de pain rassis. Un bol. Un bouillon chaud versé dessus. C'est tout. Et pourtant, presque rien contenait parfois plus de sens nutritionnel que bien des solutions modernes. Le bouillon, fait lentement, à partir d'os, de légumes, de restes utiles, hydratant autant qu'il nourrissait, apaisait autant qu'il restaurait. Le pain s'imbibait. Le corps recevait. La maison se calmait. Ce qu'on a remplacé par des sachets instantanés pouvait autrefois apaiser une nuit entière. 12e plat. Le flan aux œufs de campagne. Des œufs, du lait entier, une pincée de sel, parfois un peu de sucre. Cuit doucement, sans hâte. Ce n'était pas seulement un dessert, c'était une nourriture douce, une manière de prendre soin. On le servait aux enfants, aux malades, aux personnes âgées, parce qu'il était simple à digérer, difficile à refuser, et suffisamment complet pour faire du bien. Dans l'ancienne cuisine, le soin ne se mesurait pas au prix. Il se mesurait à l'attention. Un peu de bouillon, un peu de pain, quelques œufs. Et parfois, cela suffisait à calmer toute une maison. Nous avons des produits instantanés. Eux avaient des gestes lents. Et si le repas n'avait jamais servi seulement à remplir l'estomac, dans ces cuisines oubliées, nourrir était déjà une forme d'amour. Alors, qu'est-ce que ces 12 plats avaient en commun? Pas la sophistication, pas la variété, pas le spectacle. Ils avaient une logique nutritionnelle, des glucides complexes pour une énergie plus stable, des protéines simples, mais vraiment utiles, des bouillons longs qui hydrataient autant qu'ils nourrissaient, des cuissons lentes qui rendaient les aliments plus recevables, plus rassasiants, parfois plus digestes, et surtout, une alimentation pensée pour soutenir le corps, pas seulement pour occuper la bouche. Aujourd'hui, nous avons des applications, des produits santé, des poudres, des promesses, des raccourcis. Eux avaient parfois moins, mais leur assiette faisait davantage. Ce qu'on a perdu, ce n'est peu,
être pas seulement une recette. C'est un rapport au repas, un rapport à la faim, un rapport au corps, un rapport au temps. Ils mangeaient peu, mais ils mangeaient juste. Nous mangeons souvent plus, et nous cherchons encore ce que le repas devrait nous donner. Ces plats ne sont presque plus enseignés. Ils ne remplissent pas les vitrines. Ils ne font pas rêver les marques. Ils ne se vendent pas bien en packaging. Et pourtant, ils ont tenu debout des générations entières. Ils ont traversé les famines, les hivers, les journées trop longues, les vies sans confort, l'histoire qu'on oublie, et parfois celle qui nous comprend le mieux. Parmi ces 12 plats, lequel vous semble le plus oublié et le plus dommage d'avoir perdu? Dites-moi son nom en commentaire. Je lis tout. Pause. Histoire cachée. La semaine prochaine, ce que les soldats français mangeaient vraiment dans les tranchées. Et ce que cela dit encore de nous aujourd'hui. Au revoir.